Salut à tous. Bon, nouvelle semaine sur le déchômage. Donc là, je suis parti, réglage de la profondeur de l'outil à l'aide du distributeur. Je sais pas si vous voyez bien, mais le rouleau et les roues avant là s'inclinent, donc on va se mettre à 3, voilà. Profondeur de travail comme j'étais la semaine passée, autour de 15 cm à peu près, pour un second passage autour de 20. Le but, bien mélanger tous les débris de récolte ici, parcelle qui va aller en soja. Je réponds à plusieurs de vos interrogations, je ne peux pas répondre à tout le monde. Je vais essayer de vous répondre de façon globale dans le début de la vidéo. C'est parti. Bon, donc ça s'avance bien, j'ai déjà fait toute cette partie-là du champ. Donc pour répondre à vos questions, vos nombreuses questions, donc je suis en train de déchaumer là pour des cultures qui sèmeront au printemps. Donc vous devez vous douter effectivement que je ne mettrai pas de couvert à ces endroits-là. Les couverts ont été semés pour les parties réglementaires que j'ai à en mettre, et ce pourquoi je ne fais pas de couvert sur l'intégralité de mon exploitation. Je vous avais donné déjà plusieurs fois les réponses dans des vidéos. Le but, c'est de pouvoir donc déjà gérer tout ce qui est problématique d'adventice type liseron par exemple, de faire un travail du sol à une époque de l'année sèche, où là on peut bien structurer le sol. Dans les argiles, si on travaille humide, on fait toujours du mauvais boulot, sinon il faut avoir du gel, mais chose ces hivers qui sont assez durs à avoir. Donc voilà pourquoi je travaille comme ça. J'avais déjà donné ces réponses-là, mais je vous les redonne suite à de nombreuses questions. Concernant le placement sur les parcelles, donc tout en haut là-bas derrière, où est le couvert, le bas, donc j'ai pas mis le couvert. Pourquoi? Parce que au moment de la destruction, pour les mêmes raisons que je viens de vous l'évoquer, on va arriver donc dans des terres à forte pourcentage d'argile, sur des conditions compliquées pour travailler le sol en profondeur. Et c'est pas le couvert qui allait me restructurer le sol. Ça, chez nous, ça marche pas. N'importe quelle espèce qu'on puisse mettre ne marche pas. Si vous avez des doutes concernant ce que je vous dis, le mieux c'est que je vous invite de venir voir sur le terrain. C'est beaucoup plus parlant que derrière un clavier. Donc déjà, voilà, premier point. Ensuite, j'ai beaucoup de remarques concernant les aides compensatrices. Certains ont la coutume d'appeler ça très rapidement les primes PAC, c'est des aides compensatrices. Alors, si vous n'avez pas tout l'historique de leur création et pourquoi aujourd'hui on en est là toujours, je vous invite à remonter dans le passé et à vous renseigner vers les bonnes personnes, pas ce qu'on raconte couramment sur ces sujets-là. Si je vous prends un parallèle assez rapide concernant ces aides compensatrices, c'est parce que aujourd'hui le blé que je peux produire ici, il est vendu par rapport à un cours mondial. La majorité des travailleurs français travaillent avec le SMIC français. Si demain on instaurait un SMIC mondial et qu'on ramenait ces personnes-là à être rémunérées 600 ou 700 € par mois, et qu'on aille complémenter ce revenu pour le revenu actuel qu'ils ont par des aides compensatrices, c'est exactement le même procédé que l'on a nous les agriculteurs aujourd'hui. Donc c'est assez facile et assez simpliste d'aller nous dire, quand on change une machine, un outil de travail, c'est pas par plaisir qu'on change un outil de travail. Vos patrons, vous-même, quand vous changez, si vous êtes artisan, vous changez une bétonnière pour une autre, c'est parce que vous avez sûrement certaines choses que vous voulez améliorer dans votre technique. C'est le cas chez nous, et c'est pas les aides compensatrices qui nous permettent de financer ces outils-là. Elles sont intégrées dans notre revenu, bien sûr, mais tout comme si vous, demain, vous perdez 40% de votre salaire et qu'on redonne 30% de primes compensatoires et qu'on vous donne des réglementations, vous ne serez pas forcément d'accord. C'est ce que vit le monde agricole aujourd'hui. Donc ça, c'est un peu pour établir la vérité, et certains qui se targuent derrière des claviers d'aller raconter des fausses rumeurs sur ces choses-là. Voilà. Bon, je pense avoir répondu à la majorité des questions juste en ces quelques minutes. Donc maintenant, on va pouvoir reprendre la vidéo. Alors vous m'excusez, c'est même pas de l'agacement ni une rancœur vis-à-vis de certaines personnes, c'était simplement rétablir la vérité, surtout sur le dernier couplet.
Mais sur tout ce qui est couvert, j'ai déjà expliqué, j'ai des terres qui sont assez atypiques avec un climat qui l'est tout autant. Et pour vraiment l'appréhender, c'est pas derrière un clavier, mais bien sur le terrain, les pieds sur terre, qu'il faut le faire. Donc pour toutes les personnes effectivement qui sont curieuses, j'en ai reçu pas mal à la maison déjà, qui sont curieuses de venir voir pourquoi je travaille de cette façon-là mes terres. Ceux qui veulent venir, la porte est ouverte, on peut en discuter de façon constructive et pas sectaire. Voilà. Bon, donc là, on est sur la parcelle à côté de l'exploitation qui était en maïs, qui s'est fait ensiler l'année dernière, blé semi-direct. Là, je regarde ma structure pour un futur soja qui sera implanté au printemps 2021. Bon, les conditions de sol, avec les quelques millimètres qui sont tombés ces derniers jours, on fait quand même grand bien. On n'a pas eu le déluge, loin de là, mais ça fait quand même grand bien. Et je suis allé voir, mais je referai un petit tour sur la parcelle qui va aller en colza, qui se retrouve tout derrière, excusez-moi pour le contre-jour. Ça a fait aussi énormément de bien parce qu'on en est quasiment à une vingtaine de millimètres depuis que la préparation de sol est finie et a été rappuyée. Donc on commence d'avoir une humidité qui se reforme bien propre sur l'horizon de surface, tout en ayant aéré le sol, décompacté le sol suite au précédent, enfin à l'entrée précédent betterave qui avait été ramassé dans des conditions assez compliquées. Bon là ça va franchement bien. 10 km/h, 15 cm de profond à peu près. Comme je vous disais, derrière maïs en silage, je vais m'arrêter vous faire voir dehors un peu ce que ça donne. Le brassage des pailles est franchement pas mal. Bon, faut la vitesse, hein. Et là vous voyez, c'est bien dépris, tout est arraché. Donc là, les précipitations ont fait lever donc toutes les pertes de la moissonneuse. Vous voyez là, quelques blés. L'andin est là-bas, juste derrière. Vous voyez, juste ici. Donc ça, c'est les pertes au rotor. Donc vous voyez, c'est du tout petit grain. Et ça représente sous la main, ce que je vous disais, hein, c'est 2 à 3 grains. Et vous vous rendez compte, sur la largeur de la coupe, 7,60 m. Donc là on a un peu de fraîcheur, comme vous voyez là, donc on fait vraiment du bon boulot. Toutes les mottes qu'on voit là, elles ont une belle porosité, donc c'est vraiment pas mal. On va voir, franchement, vous voyez tout ce qui est là, ça tombe tout en miettes. Là on a les passages des vers de terre dedans. Je pense que on va peut-être même faire qu'un seul passage et après gérer tout ce qui est relevé avec le vibroculteur. On est dans de la terre qui s'y prête hein, aussi ici. On a 30 cm de terre, 25 et 40 de profondeur hein, selon les endroits de la parcelle. Et là, bon, bah, comme c'était un maïs en silage l'année dernière, on n'a pas toutes les résidus de la plante entière et on est sur un sol qui est plutôt autour de 7,5 pH là, donc une dégradation de la matière organique qui est beaucoup plus rapide que dans les fonds là où je ferai absolument 2 coups de carate pour les maïs. Là, il n'y aura pas le choix. Ça sera beaucoup mieux comme ça et le deuxième coup bah justement je viendrai à redétruire toutes les adventices qui auront pu lever suite au premier passage. Allez, continuons. Faut que j'aille jusqu'au bout. Bon là on va avoir la petite partie qui était en février de printemps qui n'avait pas été ramassée, qui a été broyée comme il n'y avait rien de tout dedans. On a eu des gros soucis. Tout ce qui est février, les pois cette année dans le secteur, c'est vraiment une catastrophe en termes de rendement pour ceux qui les ont ramassés. Là juste en dessous, précédemment j'étais là dans le couvert, juste en dessous ce qui a été passé au Karat la semaine dernière,
Donc là, il y a d'aujourd'hui 5 jours. Bon, ça a resséché en surface, mais dessous, on a de la fraîcheur. Donc ça va faire lever tout ce qui peut traîner en adventice. Les quelques repousses grains de blé qui pouvaient être perdus à la moisson, donc de petits grains qui sont sortis dans la moissonneuse, finiront de lever. Et ça sera tout propre. Bon, le but aussi du déchômage, c'est d'aller rebrasser tous les débris de l'antécédent maïs, étant donné que ça retourne en maïs 2 ans après. On a beaucoup moins de risques de rhizoctone de cette façon là, donc une parcelle beaucoup plus saine. Donc ça, c'est pas trop mal. Ici viendra un passage, un apport de fumier de poulet quand on aura recuré chez Cyril dans 15 jours. Là, il y en a vers le pylône, je sais pas si vous voyez en bas. Donc on aura le volume pour faire un apport là. Second passage de déchômeur qu'on remettra dans le sens des lignes de semis. Là je l'avais fait à 30 degrés pour reniveler. On refait dans le sens du futur semis de maïs. On remélange les résidus de récolte plus le fumier. Tout ça enterré. Et après on verra la gestion des adventices qu'on pourra faire au vibroculteur plus tard en saison si besoin y a. Bon, les maïs dans les terres de fond, c'est fendu à l'intérieur, mais vous voyez, on a un peu de fraîcheur. Donc les maïs ont exploité l'eau qu'ils pouvaient avoir au sol. Donc ils sont quand même pas mal développés. C'est plutôt régulier à ces endroits-là. On a des fécondations qui sont plutôt vraiment bonnes, bien meilleures que l'année dernière. Et vous voyez, un grain qui est en cours de dessiccation, vous voyez les points noirs. Donc là, c'est qu'il est en train de perdre son humidité dans les grains. Donc vous voyez, on a des épis plus gros comme celui-là, un petit peu plus petit comme celui-là, un peu bouchonné, mais on a globalement quand même du grain. Et là on en a un qui est un petit peu plus petit ici, mais c'est son deuxième. Vous voyez, le premier est plein jusqu'en haut, celui-là est plus petit, là on en a qu'un. Ce que je vous disais, je préfère en avoir un qui est beau qu'en avoir 2 petits, mais là on a quand même un gros et un plus petit. Là on en a un qui est un petit peu plus petit à côté, mais là donc là on est peut-être sur une densité de semis qui était un petit peu élevée, mais c'est globalement pas mal, hein. Vous voyez, on a des pins qui se ressemblent quand même à des beaux épis de maïs, donc on verra. Mais ça avance bien, on est que tout début septembre, hein, donc récolte d'ici un mois à peu près, donc les grains vont évoluer, ça devrait être plutôt pas mal. Ces endroits là, je pense, je m'attends encore à du 100 quintaux, voire un peu plus à des endroits. On verra ce que ça donnera. La parcelle qui était en betterave l'année dernière, donc maïs et herbe betterave, là c'est moins beau, on va aller voir ça tout de suite. Là c'est derrière un blé, et juste derrière, là le ruisseau, c'est derrière les betteraves. Donc là c'est derrière les betteraves, donc on a eu du dégât de vent qui ont couché des maïs. Là on est dans le pire, hein, c'est où il y avait eu le silo. Donc c'était vraiment pas joli l'année dernière, enfin, durant l'hiver. Mais si on avance un petit peu, vous voyez tout de suite, il y en a 25-30 mètres au bord. Mais si on avance tout de suite, ça commence d'être beaucoup mieux. Par contre des maïs qui sont un petit peu plus en retard, vous voyez, là c'est un petit peu bouchonné, mais on a des épis aussi qui sont vraiment pas mal. Donc c'est un petit peu plus petit, bon c'est compliqué de vous ouvrir avec la caméra les pins, mais il y a quand même du grain. Mais sur des maïs qui sont quand même plus petits, vous voyez en hauteur, le sol est toujours fendu, donc ça aura structuré, ça c'est vraiment bien. Chose, pourquoi je voulais mettre du maïs ici, bah déjà pour respecter un peu mes proportions en assolement de diverses cultures. Et là vous voyez, ça manque très peu de grains en haut, même si on n'est pas sur un maïs exorbitant, hein, c'est un maïs qui fait à peine plus de 2 mètres de haut à la fleur mâle. Mais l'avantage c'est qu'il va m'avoir décompacté le sol de façon mécanique. En puisant l'eau, le sol s'est rétracté et s'est décompacté en profondeur. Donc là je pourrais faire du semi-direct l'année prochaine. Le blé qui va aller derrière sera implanté en semi-direct, alors soit avec le 750A,
soit avec l'ensemble de semis comme l'année dernière, l'herse rotative sans le packer. On verra tout ça selon les conditions là-haut. Allez, retour à la ferme et cet après-midi on reprend les déchômages pour du tournesol et pour du maïs l'année prochaine encore. Bon, donc je suis au déchômage cet après-midi. Second blé ici, je vous explique tout ça un peu plus après. Bon, vous voyez la structure, on est plutôt vraiment bien, on a un petit peu de fraîcheur, parfait là pour faire du carat. Je travaille à une quinzaine de centimètres toujours, réglage va pas mal pour faire un second coup un petit peu plus profond s'il y a besoin, sinon je resterai sur la même profondeur, on verra, mais vous voyez les mottes cassent vraiment facilement. Vous voyez le passage derrière les dents et vous voyez le passage juste après que le rouleau passe, on réécrase toutes ces mottes. Vous voyez un peu toute la porosité qu'on peut avoir et toutes les racines présentes dans les mottes. Donc l'horizon était vraiment bien exploré, on voit des galeries de vers de terre. Franchement c'est plutôt pas trop mal. Donc là on voit vraiment l'intérêt de ne pas rester que sur du direct, venir travailler quand il faut le sol et surtout quand les conditions le permettent et vont bien. Donc là c'est vraiment des conditions idéales pour ça. Ça permet de détruire, donc là on n'est pas dans une zone mais où il y en a, mais de l'autre côté là-bas il y a eu plus de betteraves dans l'historique, donc on trouve des kénopodes et là l'humidité de sol fait que on les arrache vraiment bien et on enlève toute la terre attenante aux racines. Donc là, comme vous venez de le voir, en termes de débit de chantier, je suis entre 9 et 10,5 en km/h, à peu près 6 hectares à l'heure en instantané. Conso 10 litres à l'hectare, donc franchement c'est très raisonnable par rapport à l'endroit. On est dans des argiles à 55%, plutôt des terres lourdes. D'où l'avantage de travailler à cette époque quand les conditions de sol sont vraiment bonnes et que c'est juste humidifié comme il faut, pas trop sec, pas trop mouillé. C'est là qu'on fait vraiment le meilleur travail. Donc là, l'objectif ici, ça sera de mettre un tournesol. Donc un second coup de carat devrait venir pour redétruire toutes les adventices qui vont être présentes. Voilà ce que je vous disais, les quelques kénopodes que l'on voit, et là on les arrache franchement bien. On les tire, ils sont totalement arrachés et quasiment indemnes de terre sur les racines. Donc là ils vont pouvoir sécher et se détruire totalement. Ça sera parfait et ça évitera qu'ils viennent ensemencer la parcelle. Bon, sinon ce que je vous disais, donc là c'est deux parcelles qui étaient en deuxième blé. Elles étaient conduites en betterave puis en deuxième blé. Là je vais les couper, une ira en maïs, l'autre en tournesol parce que je ne pourrais pas sécuriser ici les 30 hectares de maïs plus 12 de soja en haut plus les semences potentielles qui seront aussi arrosées. Donc là je préfère sécuriser une plus petite surface et être sûr de l'arroser correctement et mettre ici un tournesol non irrigué qui se comporte plutôt bien, en espérant d'avoir une précipitation correcte l'été prochain. Croisons les doigts, on verra, mais déjà même cette année il y a des tournesols juste derrière la ligne de chemin de fer, donc la parcelle d'après, qui sont plutôt prometteurs. On verra dans les jours à venir. Voilà, allez, je vais vous faire quelques autres images au drone vu de l'extérieur.
là, il y a 2 passages de carate qui avaient été faits avant, juste avant que j'attaque la parcelle, je les avais fait. Donc c'est sur des buttes. Là, c'est où il y avait eu mes tranchées d'irrigation il y a 2 ans maintenant. Donc c'est toujours encore un peu bosselé. Le but, un coup de carate pour déprendre la terre, et après quand je repasse les longueurs dans le champ, ça permet de reniveler beaucoup mieux tout ça. Et avec le carate, on nivelle franchement très bien. Si on a de la terre de lever, on a une masse de terre qui permet, qui bouge justement, et ça permet de vraiment bien reniveler cette parcelle là. Allez, je vais m'arrêter sur ce bout, vous faire voir sur les kénopodes par exemple, le travail que ça fait. Franchement, c'est 17h moins 10, j'ai attaqué, c'était 14h. Je m'attendais pas à en faire autant. Il y a un peu de lison dans cette parcelle. Lui me le récupère bien. Le rouleau est moins chargé qu'on ne le voyait pas sur la vidéo de la semaine dernière. Voilà ce que je vous disais. Un kénopode, vous voyez un peu. Ça c'est arraché, ça a été coupé par les disques. Vous voyez là, il est arraché complètement. Tout ce qu'on peut trouver, vous voyez, ils sont quasiment indemnes de terre. Vous voyez, on a un peu de fraîcheur. Ça me surprend même à ce point-là, compte tenu du peu d'eau qu'on a eu, qu'on ait quand même de la fraîcheur. Donc là, vous voyez, là, il y a une motte. Je travaille un petit peu plus creux que ça. Ouais, une grosse quinzaine de centimètres. Mais vu la vitesse de travail, je ne m'attendais pas à faire ça, hein, franchement. Alors dessous, il faudra que je regarde. Avant de faire le prochain passage, je regarderai avec une bêche la structure. Si effectivement ça vaut pas le coup d'aller plus profond, je ferai que de la gestion de repousse des adventices avec le vibroculteur, plus de débit de chantier, puis pas la consommation d'un deuxième coup. Donc on va voir. Mais si d'aventure je passais encore une fois, ça serait un petit peu du jamais vu pour l'endroit de faire une préparation profonde à 10 litres à l'hectare. C'est la folie. Surtout qu'en plus en temps de travail, là je suis autour de, même si on compte les contours, je suis à moins d'un quart d'heure à l'hectare. Donc passage des vibroculteurs, vous vous rappelez à peu près le débit, 9 hectares. Donc ça veut dire que ça ferait une préparation de sol, du travail, donc de la récolte jusqu'à la préparation de sol, je serais à largement moins d'une demi-heure à l'hectare. Franchement, ça serait l'idéal et ça serait super en termes d'économie de charge et qualité de travail en plus. Là, c'est franchement pas mal. Bon, affaire à suivre, je manquerai pas de vous faire de retour sur tout ça. Bon, je sais pas si vous avez vu derrière moi, il y a Théo qui est en train de filmer. Donc Théo, c'est la chaîne Auvergne Agri 03. Je essaierai de vous mettre le lien en description de la vidéo. Vous pouvez aller voir sa chaîne et vous verrez une vidéo. Donc il en avait déjà fait du 8000, il fait des vidéos agricoles donc sur différents chantiers de voisins qui sont dans mon secteur. Et vous aurez l'occasion de voir la vidéo justement qui sortira sur le déchômage que je suis en train de faire aujourd'hui d'ici quelques jours.
Bon, 20h30, je vais avoir fini tout l'intérieur de l'autre parcelle. Donc j'en ai fait un gros 28 hectares dans l'après-midi. Ça a bien avancé. Super boulot en plus. Les conditions sont au top, donc il faut vraiment en profiter. Bon, ça m'en reste maintenant 17 hectares à peu près à faire sur le site et une dizaine de kilomètres. Il faut d'ici la fin de semaine aussi que je travaille un peu après le cueilleur. Je vais essayer de prendre le temps d'avancer sur le montage du cueilleur. Vous verrez tout ça dans la suite de la vidéo. Allez, c'est parti, bonne soirée. Allez, nouvelle journée. J'ai terminé au Karat tout ce que j'avais à faire sur le site à une dizaine de kilomètres à côté. Ce matin, ce qu'on va faire, c'est d'ételer le cueilleur que je finirai de préparer plus tard. Et on va atteler la prolonge à tournesol sur la coupe à céréales. Donc comme ça, elle sera prête pour attaquer la moisson des tournesols qui, d'ici une dizaine, 10-15 jours, va arriver pour ma part. Allez, donc pour pas l'attraper sur le chariot, je vais monter les diviseurs pour pouvoir monter la prolonge. Il ne faut pas écouter la fenêtre, hein. Ça passe là, et il n'en faut pas plus. Allez, diviseur enlevé comme vous avez vu. Maintenant, on va aller se présenter devant la prolonge. Enquiller les deux supports, on aura le diviseur dans les côtés de prolonge. Et après, on verrouille deux boulons en dessous. Et on est parti. Allez, je vous ferai tout ça. Vous avez vu, j'ai avancé tout doucement pour la rentrée, donc vous voyez, elle est à peu près mise en place. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est mettre ces verrous là, de chaque côté deux verrous, un qui va là, un qui va là, et ensuite il y a deux boulons dessous qui tiennent la prolonge. Allez, prolonge montée. J'ai pas regardé l'heure exactement, mais j'ai mis un quart d'heure, 20 minutes, je pense, pas beaucoup plus, pour la mettre. Cette année, je l'avais pas coupé en deux, donc on gagne énormément de temps. On arrive, on se présente, on met les crochets, et ensuite les deux boulons dessous. Il faut faire levier avec un gros démon de pneu, et puis ça y va. Franchement, pas mal. Allez, je vais faire l'entretien sur la coupe. Petit coup de graissage. Et puis elle sera prête à fonctionner. Allez, ce matin, je vais faire le tour un petit peu là, de la parcelle qui va être, vous faire voir l'état de sol de ce qui va être semé en colza. Donc c'est toujours pas fait. Je pensais le faire cette semaine, mais compte tenu qu'ils nous annoncent pas de pluie, que les pluies annoncées dans 3-4 jours ont été décalées encore de 3-4 jours, donc fin de semaine prochaine. Donc je me suis pas affolé à semer. On verra, on est encore dans des périodes possibles de semis, donc on verra tout ça. Bon, par contre, non, c'était vous faire voir un peu la préparation que je vous avais fait. Donc je vous rappelle, un coup de Karat, un coup de vibro et le rouleau. Il y a eu quelques précipitations entre chaque passage,
Et depuis on a eu 18 mm qui n'étaient pas forcément prévus en 2 fois 9 à peu près depuis le rouleau. Donc ça fait grandement de bien. Vous voyez, si vous voulez, on a de la terre qui est bien affinée quand même. Donc le dessus, là on trouve de la fraîcheur tout de suite à 10 cm à peu près. Et par contre on a les 10 premiers centimètres où il y a un petit peu de terre, la terre est sèche dessus. Alors ce qu'il y a, l'avantage que ça a été refermé comme ça, c'est que si on avait 10-15 mm, ça ferait lever le colza. Et dessous il a suffisamment d'eau pour pouvoir pousser. Donc moi ce que je recherchais, c'était voilà, ne pas faire lever les colzas pour qu'ensuite dessous ils se retrouvent dans le sec et qu'ils dessèchent selon les conditions qu'on peut avoir. Mais là, plus on avance en saison sur le mois de septembre, plus les jours réduisent, l'évaporation est moins forte, donc il y a moins ça sèche beaucoup moins dans les sols, donc ils arriveront ensuite à s'enraciner. Là je sais pas si vous voyez bien, un peu en contre-jour je pense, mais là on a de la terre qui est beaucoup plus fraîche là, d'ici une dizaine de centimètres. C'est plein, donc c'est parfait. Non mais ça a quand même affiné, parce que tout ce que je vous disais, voilà, ça c'était une motte. Ça c'était une motte qui était grosse comme ça à peu près, donc qui a fondu, vous voyez, une comme ça là, vous voyez, voilà, elle s'écrase tout seul. D'ici que le semoir passe dessus, le 750, ça va complètement finir de tout casser et on devrait avoir un placement de graines qui est plutôt correct. Vous voyez, les pailles se sont brassées quand même au sol. Bon, il y a tout ça qui sera à semer début de semaine. Alors par contre j'ai plusieurs variétés, je fais plusieurs essais. Je vais mettre partout, je vais semer en fait avec du colza ultra précoce, soit avec une lignée traditionnelle, soit avec un hybride. Le but c'est d'avoir un leurre, un colza qui va fleurir bien avant, qui fait leurre pour les méligettes, mais je vous expliquerai tout ça un peu mieux au printemps. Le but c'est d'avoir une floraison la plus longue possible. Et ici il y aura aussi sur toute la partie basse de la parcelle, la partie haute, on va faire un essai, Nico, que j'essaye de mettre du trèfle pour avoir quelque chose à la suite du colza. Et toute la partie basse, moi je vais semer avec une plante compagne, comme je vous avais dit sur le semoir, de la modification, un rang sur 2. Donc voilà. Bon, j'en finis pour cette vidéo et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Les semis, ça c'est sûr, je vais semer début de semaine, donc vous l'aurez, ça c'est sûr et certain, dans la vidéo de la semaine prochaine. Ou si vous l'avez pas, c'est franchement qu'ils nous annoncent vraiment plus d'eau du tout jusqu'à la fin du mois, mais ça, croisons les doigts, j'espère pas. Allez, moi je vous dis bonne semaine à vous tous et puis à la prochaine. Ciao, bye bye.